Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Bonjour Maureen, bienvenue sur le podcast Derrière la lumière. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Salut, et moi aussi je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi, c'est cool. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter par rapport à tes engagements, à ce qui te fait lever le matin, à pourquoi tu es ici et pourquoi tu as créé ton activité et tout ce que tu fais et proposes? Alors, ce qui me fait me lever le matin, c'est mon fils déjà, premier engagement. Je vais te dire, j'ai pas trop le choix de me lever. Non, ce qui me fait me lever le matin, indépendamment de mon bout de chou, c'est évidemment le sens que je mets dans ma profession. Donc aujourd'hui, j'œuvre aux côtés des couples principalement ou des personnes qui ont pour souhait de mieux apprendre à honorer la relation et de mieux servir aussi l'altérité, donc vraiment le lien à l'autre aussi, pas être uniquement focus sur soi. Et ça a du sens pour moi de pouvoir le partager de par mon expérience de vie personnelle, de par mon expérience professionnelle, de par là où j'en suis aussi en tant que maman et donc le souhait que j'ai pour mon fils plus tard. Voilà, et de par ce que je vis aussi avec mon amoureux. Donc voilà, en gros, j'œuvre pour la relation de couple. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'œuvrer pour ça? C'est une bonne question. Je pense que c'est une multitude de choses. Je pense que la première des raisons, à mon sens, c'est une raison très personnelle, probablement que j'ai mis du temps à saisir. Mais je suis convaincue que voilà, l'enfance joue un rôle majeur dans notre structure affective et émotionnelle et puis dans nos aspirations derrière, du moins dans les espaces qu'on cherche à réparer ensuite en soi. Et moi, c'est vrai que je suis issue d'une famille avec des parents qui se sont séparés très tôt. Je pense que j'ai longtemps porté la culpabilité et la responsabilité d'avoir été celle qui, par la parole, déjà à 2 ans, avait révélé des choses qui avaient fait que le couple parental s'était séparé. Donc je pense qu'inconsciemment, ça a travaillé. Et donc je crois que j'ai jamais complètement fait, le deuil, à cette époque, du moins que papa et maman, se remettraient pas ensemble. Et je pense que j'ai longtemps, longtemps espéré que ce soit le cas, même quand, mes parents ont refait leur vie. Et je crois aussi au-delà de ça qu'après, j'ai grandi dans une famille, extrêmement dysfonctionnelle où il y avait beaucoup de violence. Et donc j'ai observé un couple parental dans une famille recomposée extrêmement, déstructurant, extrêmement toxifié dans le lien, où il y avait beaucoup de maltraitance, voilà, beaucoup d'humiliation, beaucoup de violence. Et je crois que ça a évidemment marqué ma représentation du monde, marqué ma représentation de la relation. Et je pense qu'enfant, j'ai voulu aussi remédier à ça et solutionner, sans que ce soit complètement conscient. Et d'autre part, évidemment, j'ai rencontré Paul, donc mon allié, mon amoureux, enfin l'homme que j'aime très tôt, quand j'avais 12 ans. Et on va dire que cette expérience de couple a marqué ma vie, vu qu'on est toujours ensemble. Et voilà, on va faire 30 ans, donc on s'est séparés, on s'est retrouvés. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une expérience amoureuse, une expérience de couple qui a été extrêmement enseignante, assez incroyable et qui l'est toujours. Et je crois que, tu vois, tout ça mis bout à bout, plus après le fait de devenir maman et donc forcément de me poser de vraies questions existentielles auxquelles je me posais pas du tout ce genre de questions, tu vois, quand j'étais plus jeune. Quand tu deviens parent, indéniablement, ça te confronte à ton enfance, mais ça te confronte aussi à une profonde responsabilité, viscérale même. Et donc, ça questionne aussi ta manière d'œuvrer pour ton enfant, pour le monde, pour toi-même, parce qu'en fait, tu sais que tu le veuilles ou non, tu vas être un modèle et tu vas structurer aussi son rapport au monde, son rapport à lui-même, son rapport à l'autre. Donc voilà, tout ça a fait que je crois que c'est venu petit à petit de cette manière-là. Mais je l'ai pas vraiment choisi, tu vois. Je me suis pas vraiment dit, j'ai commencé en étant infirmière, j'ai fait des études de psycho. Enfin voilà, et c'est la vie petit à petit qui m'a plutôt envoyé des couples.
alors que j'avais pas du tout prévu et que je me sentais pas légitime de faire ça. Et du coup, pourquoi tu es devenue entrepreneur? Parce que tu aurais pu continuer, d'œuvrer différemment, que qu'en faisant tout ça, en créant tes programmes, tes retraites, tes séjours. Tu vois? Pourquoi de Heu, cette manière-là? oui, c'est vrai, pourquoi de cette manière-là? Parce que je pense que j'ai encore pas réglé, des choses avec l'autorité, que j'ai un très grand besoin de liberté, heu, que c'est vrai que paradoxalement, enfin, j'ai fait beaucoup de sports individuels, mais j'ai aussi fait des sports co. J'ai toujours pensé que voilà, j'étais, un peu quelqu'un en mode électron libre, c'est pas facile pour moi de travailler en équipe. Pourtant, j'adore l'énergie de l'équipe. À l'époque où j'étais infirmière, j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup cet esprit de collaboration et d'un point de vue pluridisciplinaire aussi. Tu travailles avec, plusieurs personnes qui ont des compétences différentes, c'est hyper inspirant, mais c'est pas simple. Hem Et donc je me suis toujours très bien insérée, dans les équipes. J'ai toujours, bien géré, mais à mon détriment. C'est-à-dire que je pense que je suis Mmh. quelqu'un qui s'adapte extrêmement bien socialement, que je passe partout. Mais pour pouvoir m'hyper adapter en permanence, bon, ça vient pas de nulle part évidemment, donc c'est facteur de stress et ça me demande à plusieurs reprises, ça a pu me demander, je m'en suis rendu compte plus tardivement, mais ça a pu me demander de me trahir moi-même, ou de pas être toujours, complètement authentique, faute de pouvoir survivre socialement aussi. Et au bout d'un moment, en fait, j'en ai eu marre de cette pression permanente, et puis, tu vois, d'un souhait aussi intérieur sur le plan relationnel de vouloir harmoniser. Tu vois, il y a un truc en moi qui cherche à harmoniser en permanence les relations. Si je rentre dans une pièce et je sens qu'il y a un truc qui est tendu, malgré moi, je vais ressentir le besoin urgent. Alors c'est pas tout à fait comme dans la dynamique du sauveur, hein, mais c'est plus le besoin urgent d'apaiser, tu vois? Enfin que ce soit C'est tranquillisé ou quoi la de différence les gens. avec le sauveur justement? Ça peut être hyper intéressant parce que nombre de celles et ceux qui nous écoutent et j'en fais partie évidemment et on est nombreux, hein, dans la relation d'aide, dans le coaching, l'accompagnement et compagnie à avoir ce petit syndrome, cette tendance, on va dire, au sauveur. Donc comment toi tu fais la distinction? Bah, je crois que la distinction que je fais, c'est que pour moi, quand on habite la posture du sauveur dans le triangle de Karpman, donc ça induit forcément un bourreau, une victime en face, on peut être prêt à tout, pour se sentir utile et donc Mmh. c'est notre dynamique interne qui peut, s'externaliser sur l'autre et qui peut faire de l'autre potentiellement une victime pour en être utile. Alors que moi, j'ai le sentiment, quand je connecte à cette recherche intérieure, de besoin d'harmonie, que c'est un besoin, aussi personnel, mais qui s'active parce que je ressens des tensions. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le sauveur, pour moi, quand tu es dans une dynamique de sauveur, c'est parce que tu as besoin de gérer des choses en toi, parce que tu as des failles narcissiques, relativement importantes, que la personne elle aille bien ou qu'elle aille pas bien, tu vas faire en sorte de générer, une difficulté ou une problématique chez elle pour, tu vois, intervenir comme une Oui. ressource. Alors que moi j'ai plus le sentiment de subir, tu vois, dans l'environnement, relationnel, émotionnel ou affectif dans lequel je me trouve, des tensions ou de sentir, de connecter assez vite, à ce que des gens peuvent ressentir, tu vois? Ou à ce qui se passe dans un couple ou dans des relations frères et sœurs ou entre des amis. Enfin, c'est je sais pas comment te dire, c'est instinctif, hein, tu vois? Je ressens des choses et assez vite, je vais avoir besoin, soit m'extraire, du milieu parce que je supporte pas la charge, soit d'arriver à, créer du lien ou à ouvrir un espace, d'échange ou à nommer ce que je ressens. Voilà. Ce qui a fait que j'ai évidemment été, l'enfant problème de ma famille, mais que aussi, dans la cour de récré, j'ai souvent été celle, qui je pense, a longtemps porté la culpabilité d'être, entre guillemets, «celle qui crée les conflits», alors que j'ai le sentiment qu'il y avait déjà des conflits et que je les nommais. Donc, comme dans une Ouais. famille avec un enfant symptôme, c'est plus facile de montrer du doigt celui qui dénonce des choses en disant que c'est tu vois? Bon, même si ça n'enlève pas du tout ma part de responsabilité, hein. Mais, voilà, c'est un peu la différence que je ferai Ouais. C'est hyper sur ces intéressant parce que de prime abord, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi et en même temps, si là, j'ai envie d'aller creuser, mmh déjà, il faut un immense courage pour mettre en lumière les conflits, mettre en lumière les non-dits et on y reviendra. Là, ce qui m'interroge, c'est est-ce que les conflits, les tensions, parfois, ne sont pas nécessaires? Est-ce qu'on t'a Si. demandé, enfin, sans c'est pas personnel du tout, hein, mais tu vois, est-ce Mmh. qu'on nous demande, est-ce que c'est toujours nécessaire de forcément, à chaque fois, le plus vite possible, régler les tensions et les conflits? Est-ce que parfois, on n'a pas besoin de se confronter à une autre personne et pour soi-même aussi, ne serait-ce que, faire face à ça.
Oui, mais là, alors, c'est très intéressant ce que tu dis et je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, les conflits sont inévitables, ils sont même indispensables, ils sont nécessaires puisque la relation est dynamique. Donc, ça veut dire qu'elle bouge en permanence et donc on ne peut pas rester sur une structure relationnelle qui est toujours la même. Et forcément, on est des êtres différents, on ressent des choses différentes, on a des valeurs différentes, on a des visions du monde différentes. Donc, c'est évident qu'à certains moments, on ne va pas être d'accord. Déjà, pour moi, il y a des étapes différentes. C'est-à-dire qu'il y a le désaccord, ensuite il y a le conflit, et puis derrière, il peut y avoir carrément, tu vois, si on va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, puisqu'il y a un certain amalgame, il y a des gens qui, au travers du conflit et donc d'une colère qui ne va pas être gérée, ça peut découler sur une forme de violence. On pense par exemple aux violences conjugales qui ne sont pas des conflits, qui sont véritablement des crimes, mais qui à tort sont souvent interprétés comme des conflits, alors qu'il n'en est rien. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les conflits sont nécessaires. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que il y a une différence entre nommer le conflit, entrer dans le conflit, vivre, expérimenter le conflit et se cacher du conflit, être dans des stratégies d'évitement qui sont des processus de survie dans lesquels on ne peut rien régler et il y a juste une tension émotionnelle qui s'accumule, il y a des non-dits, il y a des tabous, il y a des cristallisations et ça pour moi c'est dysfonctionnel. Et c'est ça que moi je ressens le besoin à ce moment-là de tempérer et d'harmoniser. Et évidemment que si on ne me demande rien, je ne vais rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve un métier où on vient me solliciter et que j'ai tendance à m'éloigner des situations affectives dans lesquelles il y a justement ces charges. Mais moi, je ne peux pas rester, par exemple, typiquement, pour te donner un exemple, moi, si je me retrouve dans une soirée, tu vois, ou un endroit et que je connecte à un sentiment de tension, que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, que les gens se disent pas, c'est pas que deux personnes sont engueulées, tu vois, je respecte et j'ai pas à m'immiscer dedans, mais que juste il y a quelque chose qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas assumé, moi, je peux pas rester là-dedans. Donc, soit je pars, soit je nomme. Soit je dis voilà, là, moi, depuis que je suis arrivée, je ressens quelque chose de super inconfortable, j'ai la gorge serrée, je stresse, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi, avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut sortir de cette situation ou pas? Moi, je peux pas rester dans cette atmosphère. Voilà, c'est plus, tu vois, dans cette dynamique-là que je parlais de besoin d'harmoniser, en fait. OK. Et ça, tu as toujours eu en toi du coup, je te rejoins complètement et je pense que c'est important effectivement qu'on ait remis des mots là-dessus et de l'importance du conflit et de ne pas le suivre justement parce qu'en fait, ce que je vois moi dans ta démarche, c'est au lieu d'éviter les conflits, de les mettre sous le tapis, toi tu veux qu'ils soient là Mmh. pour que ça ne s'emballe pas justement, pour que ça ne devienne pas des crimes comme tu l'as nommé, mais Mmh. que OK, on se dise les choses, que ce qui doit être dit le soit et qu'ensuite, bah, soit on se sépare, soit on reste, on trouve une solution, et cetera, et cetera. Donc Mmh. en fait, c'est entrer dans le conflit presque le plus tôt possible pour pas qu'il y ait d'escalade. Mmh. C'est ça un peu ta démarche? Oui, je crois en tout cas que c'est, tenter de ramener de la clarté, de la transparence, le plus tôt possible et essayer toujours d'être relié à soi et de chercher à rentrer en connexion avec l'autre en respectant et évidemment le temps imparti de l'autre aussi, hein. Si j'arrive et que je dégueule ce que je ressens, sur l'autre sans me soucier de si c'est le bon moment pour lui ou pour elle, je deviens maltraitant dans le lien, je deviens très égocentrée, très égoïste donc moi, je fais très attention avec les règles, tu vois, entre guillemets, comme si, les généralités, tu vois, qui pourraient Mmh. faire d'une règle pour tout le monde. Donc, je pense que voilà, ça dépend des situations, ça dépend de chacun, mais globalement, je crois que je préfère un bon conflit qui se résout derrière à but constructif et qui fait avancer, évoluer la relation, plutôt que d'éviter à tout prix le conflit et finalement, voilà, me trahir dans ce que je ressens ou dans le lien que j'ai à l'autre, ou faire l'autruche, tu vois? Et donc alimenter des choses qui nuisent à la relation, d'une manière ou d'une autre parce que tôt ou tard, en fait, ça se ressent, tu vois? Et ça vient, Ouais. empêtrer la dynamique Tu as des relationnelle. exemples de ce que tu appelles, nuire à soi-même et ne pas se respecter et se mettre de côté? Parce que je pense qu'énormément de personnes dans notre société et je pense d'autant plus dans les personnes qui nous écoutent, ont cette tendance à fuir le conflit, à mettre sur leurs épaules, à se taire, à se dire: «C'est pas si grave, je vais prendre sur moi, ça va passer, l'autre compte plus que moi», et cetera, et cetera. Mmh. Est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils, des réflexions à apporter à ces personnes-là?
Bah, déjà de la mise en lumière de quelque chose, moi je pense que, la plupart d'entre nous, sommes, effrayés à l'idée d'entrer en conflit parce qu'on vit dans une société qui condamne la colère, déjà, pour commencer. Et c'est vrai que passé le stade du désaccord, quand on commence véritablement à rentrer en friction avec quelqu'un, on va connecter avec un sentiment de colère. Sauf que la colère, pour moi, c'est une émotion qui est restauratrice et réparatrice. Elle a pour but, en fait, de, remettre à niveau notre intégrité. Et si je suis sans cesse en train d'employer des stratégies d'évitement pour éviter de me confronter à ma colère ou la colère de l'autre, en fait, je vais jamais restaurer des espaces qui ont été meurtris, intrusés, abîmés, violentés d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais continuer d'alimenter un désamour de moi-même. Je vais pas rendre honneur et rendre grâce à la relation. Et je vais aussi risquer de pas offrir l'opportunité à l'autre d'entrer en colère et d'exprimer où est-ce que les limites ont été franchies, où est-ce que les interdits ont été dépassés. Donc voilà, pour moi, c'est la première chose qui fait que on a très peur du conflit, c'est qu'on est dans une société qui la condamne. Ensuite, et c'est intégré et manifesté aussi par la sphère parentale, il y a qu'à voir les parents quand leurs enfants rentrent ou crisent dans la colère, c'est assez rapidement la panique. Parce que j'estime, en tout cas moi personnellement, que la colère de nos enfants nous renvoie à notre propre colère. Donc si tant est qu'elle soit refoulée, ça va encore plus potentialiser le conflit qu'il y a déjà en nous, tu vois. Et puis, indirectement, ça oblige aussi, du moins l'autre, si je fais face à la colère de l'autre, ça oblige à être dans une écoute, vraiment attentive et bien traitante et possiblement à me remettre en question. Donc possiblement à faire face, à mes responsabilités et c'est pas toujours simple, surtout quand j'estime moi aussi être en colère. Et ensuite, je crois que c'est lié avec le fait qu'on a peu d'outils, même déjà enfant, pour pouvoir apprendre, accueillir, gérer sa colère. Enfin, quand je dis gérer sa colère, hein, l'idée c'est que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colère, c'est une émotion. Donc une émotion, c'est une réaction physiologique à un stimuli, contrairement à un sentiment qui va plutôt, s'installer dans le temps et puis qui nécessite une réflexion psychique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, si je manque d'outils à comprendre que la colère, elle est normale, qu'elle fait partie de la vie, qu'elle est nécessaire, qu'elle ne doit pas subir un jugement moral. En fait, les émotions, elles sont dénuées de jugement moral. On ne peut pas les juger. Et qu'elle est là pour maintenir, préserver, protéger mon intégrité en but de, voilà, de me faire entendre et respecter ou d'entendre et respecter l'autre, et ben en fait, je suis tout simplement en train de devenir maltraitant avec moi-même. Et donc à terme, cette colère que je n'exprime pas, soit je vais la ravaler et donc je vais commencer à être violent et entretenir une relation maltraitante avec moi, soit je vais l'extérioriser sur à peu près tout ce qui va passer. Et donc l'espace dans lequel on extériorise le plus sa colère en guise de se rendre justice, c'est évidemment le couple, mais c'est aussi la parentalité. Voilà, ce sont pour moi les deux espaces dans lesquels on va vomir tout ce qu'on n'a pas traité de l'enfance. Mmh. Ça me parle, ça résonne hyper fort. Mmh. Parce que pour revenir là, tu disais tout au départ que ce qu'on a vécu enfant, nous forge clairement et fait qui l'on est aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je sais que moi, la colère, c'est directement synonyme de violence, de désamour, Mmh. hem et de peur. Oui. Et du coup, c'est à ne pas exprimer, c'est à garder pour soi, c'est à fuir le plus vite possible. Et hem et tu vois, je sais quand tu parles de colère intériorisée, ouais, c'est carrément ça. Je pense qu'effectivement, si on n'apprend pas à la, déployer, à la laisser sortir sans qu'elle, brûle tout sur son passage, et ben, elle va brûler tout à l'intérieur. Elle Ouais. va détruire tout à l'intérieur. Et est-ce que tu aurais des outils pour, voir cette colère si, comme moi, par exemple, on a tendance à plus l'intérioriser? Mmh. Je pense que c'est la plupart d'entre nous, en tout cas, je le vois chez mes clientes, c'est aussi souvent ça, pour être aimé aussi, tu vois? Je pense que l'une des sources, enfin, l'une des causes qui fait qu'on a peur de cette colère ou qu'on la rejette en généralité dans notre société, c'est aussi qu'on a plus envie d'être aimé, enfin, qu'on a peur de ne plus être aimé si on se met en colère. Si tout du moins, comme moi, on a cette vision de, la colère égale le désamour. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi à régler. Est-ce que tu aurais des conseils? Je sais pas, pour moi, le premier espace dans lequel on doit apprendre à accueillir et faire de l'espace à des colères refoulées ou verbaliser sur sa colère, c'est la thérapie.
voilà, moi, je passe mon temps à dire aux gens: «Allez en thérapie, allez en thérapie, allez en thérapie, allez en thérapie». Et n'attendez pas d'être mal, n'attendez pas d'avoir des symptômes, n'attendez pas d'avoir des maladies, d'avoir des fractures, n'attendez pas que le corps parle, parce que tôt ou tard, il parle. Commencez déjà à percevoir l'espace thérapeutique, comme un lieu dans lequel vous allez apprendre, dans lequel vous allez vous remettre en question, dans lequel vous allez déposer de la lumière sur, voilà, beaucoup d'espaces cachés de soi, qui sont pas des mauvais espaces, mais qui sont des espaces qui ont pas eu, l'opportunité d'être reconnus dans l'amour. Donc voilà, la thérapie, les lectures, il y a plein de lectures, qui sont, fort intéressantes sur le sujet. Google, YouTube, c'est votre meilleur ami de manière générale. Donc, je crois que c'est aussi se responsabiliser et s'autonomiser dans la démarche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux travailler sur ma colère, qu'est-ce que moi je suis apte à mettre en place pour y aller? Et déjà, le chemin est initiatique. C'est-à-dire déjà, le simple fait d'aller chercher un thérapeute, d'aller chercher des livres, d'aller taper sur Google comment gérer déjà, on est dans le travail, on est dans le chemin, on commence à prendre au sérieux ce qui est en train de se manifester. Ensuite, je crois que c'est aussi trouver des personnes de qualité, des personnes avec qui on peut, vraiment entretenir un lien sécure et avec qui on peut expérimenter la colère dans l'amour. Moi, j'ai personnellement, hein, je crois j'ai que 3 personnes dans ma vie avec qui je me sens dans une profonde sécurité, famille, amis, tout confondu, donc c'est très peu. Mais je sais qu'avec ces gens-là, je peux être complètement moi. Je sais qu'avec ces gens-là, je peux me mettre en colère et on va pas cesser de m'aimer. Et je crois que l'expérience réparatrice de m'être mis à plusieurs reprises en colère, comme pour tester le lien, et de voir que ces gens continuaient de chercher à me comprendre, continuaient de m'aimer, continuer de me considérer comme quelqu'un d'important dans la vie. C'est aussi ça qui est venu petit à petit restaurer, tu vois, des espaces dans lesquels je m'étais persuadée que la colère, tout comme toi, hein, c'était synonyme de désamour. Et, et juste, on a souvent tendance à parler avec nos biais de confirmation et avec notre perception du monde. Tu vois, quand tu dis que toi, la plupart des gens que tu rencontres, ce sont des gens qui refoulent, qui ravalent leur colère à l'intérieur, et donc la colère va se manifester en interne. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Moi, dans ma construction, j'ai plutôt été quelqu'un qui Mmh. vomissait sa colère sur l'extérieur, et j'ai tendance à rencontrer des gens qui vomissent aussi à l'extérieur leur colère. Et je crois que ça dépend vraiment de notre enfance, de notre structuration relationnelle aussi, tu vois, de notre lien d'attachement, de notre personnalité aussi. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à exprimer leur colère véritablement, et il y en a d'autres qui vont donner l'illusion de mieux l'exprimer, mais en fait, c'est pas qu'ils l'expriment, c'est qu'ils se font déborder par leur colère. Et ils deviennent extrêmement violents, extrêmement agressifs. Ils manquent de contenance parce qu'en fait, on les a jamais contenus dans leur colère aussi. Enfin, moi, c'était mon cas. Et donc, il y en a pour qui ça devient presque identitaire d'être en colère. Ça devient presque une manière d'exister, tu vois, dans le monde, d'avoir sa place, quoi. Et puis, si tant est que tu évolué dans un système familial dans lequel la colère, c'était la seule émotion qui était viable, qui était reconnue parce que c'était un environnement violent, et ben forcément, tu as appris, entre guillemets, à trouver ta place et à exister au travers de cette agressivité-là. Parce que agressivité, hein, c'est pas violent, hein, c'est aller vers, hein, quand on s'intéresse à la sémantique du mot. Donc, il y a vraiment je vais en lien, je vais vers toi par le spectre de la colère, tu vois. Ce qui est complètement paradoxal, mais ce qui est lié aussi à notre enfance et à ce qu'on a intégré, en fait. Ouais, ça devient presque une manière d'être et en tout cas souvent une manière de se protéger. En tout cas, moi, Mm, c'est ce que j'ai vu les fois où j'ai été face à de la colère. Hem, je l'ai vu, c'était derrière énormément de peur mm, et derrière la peur, souvent énormément d'amour. mm, Tu vois? Je pense à mon père et sans entrer dans ma vie privée, je sais que derrière chacune de ces crises de colère, il y avait énormément de peur et derrière sa peur, énormément d'amour. Et je pense que le fait de voir ça chez l'autre aussi permet d'accueillir sa colère et de peut-être l'aider s'il en a le souhait ou si on sent que l'espace est ouvert, mm. à aller connecter plus à l'amour derrière pour faire ressortir l'amour que, la colère et ensuite la peur et qui cache en Alors, fait quelque chose de beau. je, Parfois, hein, je pas toujours vois, peut-être, mais, je vois ce que tu veux dire. Je vas-y. vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je ressens le besoin de clarifier quelque chose. Euh, je crois que la facette enfant en nous, c'est-à-dire la petite fille ou le petit garçon, au travers d'une colère parentale, tu as un peu corrélé colère et violence notamment là, par rapport à l'illustration que tu as pris de ton père notamment. Mmh. Je pense qu'il faut faire très attention parce que l'enfant en nous va toujours chercher à protéger ses parents. Et l'enfant en nous n'acceptera jamais l'idée qu'il n'a pas été aimé ou pas aimé correctement. Donc l'enfant en nous est celui qui est le plus à même de faire le parallèle entre amour et violence. Et je crois que c'est important de clarifier les choses parce qu'il y a beaucoup d'enfants, enfin d'adultes aujourd'hui, qui sont les enfants de leurs parents, mais aussi anciens enfants.
Beaucoup d'enfants qui ont été bousculés, qui ont été meurtris, qui ont été maltraités moralement, affectivement, physiquement, émotionnellement. Et beaucoup d'enfants qui, pour maintenir le lien avec leurs parents, ne sont pas capables à ce moment-là de remettre en question l'éducation qu'ils ont reçue. Et vont toujours chercher d'une manière ou d'une autre à minimiser ce qu'ils ont vécu dans le but de préserver le lien parental, mais aussi dans le but de renier en fait la souffrance qui a été exprimée. Et je crois que ça peut être dangereux à certains moments parce que c'est ce qui nous pousse derrière à envisager que la violence, qu'elle soit physique ou morale, ça peut être une manifestation maladroite de l'amour, tu vois? Et ça, je pense qu'il faut faire très attention, que ce soit dans le couple ou dans une famille. Nos parents peuvent, je pense, véritablement, se sentir reliés à nous. Ils peuvent même d'ailleurs nous aimer. Derrière, s'ils sont dans des attitudes, à mon sens, violentes à notre égard, ça pose vraiment une question à laquelle j'ai pas la réponse. En tout cas, j'ai la mienne, mais j'ai pas de réponse universelle. C'est du coup, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que temporairement je suis instrumentalisée, objectisée pour permettre à mon parent de régler des choses de sa propre enfance? Est-ce que sa maladresse n'est pas la retranscription d'une réelle incapacité à relationner? Et est-ce que de fait, envisager qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, malgré toute la violence qui se découle, tu vois, de ce lien, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce que ça leurre pas ma normalité de la relation? Est-ce que du coup, je vais pas être plus à même de laisser passer plein de choses dans mon couple ou, tu vois, dans ma vie professionnelle parce que j'estime que, bah, oui, c'est pas grave si de temps en temps, on se fait malmener, c'est pas grave si on nous descend, c'est pas grave si on nous insulte. Voilà, mon père ou ma mère m'insultait, mon père ou ma mère me tapait, me frappait au martinet, mais bon, il m'aimait, tu vois? Et donc là, il y a une association qui peut, enfin bon, moi je le vois beaucoup dans le cadre de mon travail, donc c'est pour ça que voilà, j'avais juste besoin de clarifier ça. Mais je vois par contre ce que tu veux dire quand on est vraiment juste sur la colère, d'envisager tout à fait que derrière la colère, alors là où je te rejoins, il y a de la peur. Il y a que de la peur. Et, et souvent, je dirais pas qu'il y a de l'amour, mais je dirais qu'il y a un besoin d'amour. Voilà. Il y a de la Ouais. peur et un besoin d'amour. Merci Maureen. C'était effectivement important que tu partages tout ça et on est chacun hyper biaisé. Oui, bien sûr. euh, et voilà, donc ça permet aussi d'avoir à chaque fois des points de vue différents et d'ouvrir des questions aussi à Oui. l'intérieur de soi. Donc j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a aussi permis ça. J'ai envie de rester sur cette colère et de voir maintenant comment cette colère que l'on ressent tous, qui est en chacun de nous, peut nous aider aussi, par exemple, notamment dans notre aventure entrepreneuriale. Tu vois, moi, je Mhm. sais que j'ai créé énormément de choses par colère, non pas par envie et par désir et par amour et voilà, mais aussi et surtout par colère de ce que je voyais, de ce que j'entendais, de manières de faire qui, pour moi, tu vois, complètement non éthiques, irrespectueuses, que ce soit dans le marketing, dans la vente, la communication, des choses qui, de la manipulation pure et dure, parce que c'est un milieu qui amène à ça. La colère peut amener à bien, bien pire, évidemment, mais déjà Bien sûr. ça, je ne trouve pas ça normal dans l'entrepreneuriat. Et comment on peut, peut-être pour toi, ou ce que tu as vécu toi, une expérience personnelle, connecter à sa colère, essayer de comprendre sa source, ce qui nous met en rogne, ce contre quoi parfois on a envie et besoin de se battre, et de le retourner pour en faire une énergie créatrice d'accompagnement, de programmes, d'offres, de tout ce qu'on veut, notamment dans cet espace entrepreneurial. Non, mais tu soulèves quelque chose de très intéressant. Alors moi, personnellement, à un moment donné, c'est devenu un problème parce que je ne savais plus créer autrement que dans la colère. Tu sais, c'était devenu mon seul moyen de créer. Mais bon, j'avais basculé sur un autre versant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, la colère, comme tu le dis très justement, elle peut être génératrice de création, de transmutation, de sublimation. Et donc, je crois que quand on en est au point de, au travers de sa colère, parvenir à manifester quelque chose, que ce soit un livre, que ce soit un programme, que ce soit des posts Instagram, que ce soit une sculpture, que ce soit, je sais pas, ouvrir une association, tu vois, ou des choses comme ça. Évidemment, pour moi, là, on est vraiment dans la sublimation de la blessure, c'est-à-dire qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui est causé, il y a une agression qui nous a été faite d'une manière ou d'une autre, hein, consciente ou inconsciente, ou voulue ou non voulue par une personne ou un environnement extérieur. Et nous, derrière, on va parvenir, au travers de cette émotion, à le transmuter en quelque chose qui va servir.
qui va servir soi, qui va servir l'autre, qui va servir le monde, qui va servir le lien, tu vois? Et ça pour moi, enfin, j'estime par exemple qu'on n'aurait jamais autant évolué, dans le droit des femmes s'il n'y avait pas eu des femmes en colère, s'il n'y avait pas eu des femmes qui s'étaient autorisées à connecter à leur colère, s'il n'y avait pas eu des femmes qui étaient, parvenues, sur plein d'aspects de leur dimension, à crier leur colère et à chercher à ce qu'au travers de la colère, quelque chose œuvre en fait de plus grand. D'ailleurs la colère, elle est là pour poser nos limites, elle est là pour dire: «Non, stop, ça suffit». Et comme je le disais tout à l'heure, elle est là vraiment, pour maintenir notre intégrité. Donc bien sûr que la colère peut être, à l'initiative, de plein de projets, extraordinaires, de plein de souhaits de vouloir, faire mieux pour le monde. Enfin moi là, je vais bientôt, enfin je suis en train d'accoucher de mon livre qui sortira en septembre et ce qui est sûr, c'est que j'ai retraversé beaucoup de choses en écrivant ce bouquin et il y a tout un chapitre où je parle de l'enfance et en écrivant sur ma colère, déjà j'ai réalisé à quel point j'étais en colère, mais d'une manière, avec une grande clarté. Tu vois, jusqu'à présent, c'est comme si, j'étais encore bloquée dans le jeune adulte en colère, comme je l'appelle, voilà, dans cet adolescent, tu vois, qui est aussi gardien et porte-parole des blessures de l'enfance, mais qui sait pas trop quoi faire de toute cette colère, tu vois? Qui voilà, qui se dégole un peu autour de lui. Hem Et en fait, là, c'est plus comme si, waouh, j'étais en métacognition, de moi-même et je m'observais en tant qu'adulte responsable et je me disais: «Waouh, il y a toute cette colère et elle est tellement légitime» et en fait, c'est parce que j'ai connecté à cette colère, parce qu'en même temps je lisais des bouquins sur ça, que j'ai pu, écrire ce chapitre. Si je m'étais pas autorisée à connecter à ma colère, je n'aurais jamais pu écrire ce que j'ai écrit. Je m'y serais refusée par peur d'être privée d'amour, déshéritée d'amour, par peur d'être jugée par les autres, par peur d'être pointée du doigt en tant que folle, en tant qu'extrémiste. Tu vois ce que je veux dire? Je me serais fait plein de trucs. Alors qu'en fait, là, je me suis vraiment dit: «Mais non, mais en fait, là, ta colère, elle a un message. Elle a un message pour toi, mais elle a un message pour tous les autres enfants en colère qui, d'une manière ou d'une autre, vont résonner avec ta colère. Ils vont se dire: "Putain, les gars, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas fou, on n'est pas dingue, on est légitime." Voilà, et on a le droit, en fait, d'éprouver ça. Donc bien sûr que pour moi, ma colère, elle est militante, elle est activiste, véritablement, et c'est tout l'enjeu, c'est d'arriver à la garder militante et activiste et pas d'en faire un tyran, comme elle l'a aussi beaucoup été dans ma vie, où je me suis beaucoup servie de ma colère pour, être dans la toute-puissance vis-à-vis des autres, pour être écrasante, pour être humiliante, voilà, pour me venger, sur certains aspects de choses que j'avais fait et notamment évidemment au sein de mon couple, quoi. Mmh. Et je pense qu'effectivement, c'est hyper important de connecter au message de sa colère. Déjà Mmh, d'accepter de la voir à l'intérieur, ensuite de lui demander pourquoi tu es là, contre bien sûr. quoi tu es là peut-être. Hem et qu'est-ce que tu as comme si cette colère avait un message pour le monde, ce serait quoi? Et ensuite à partir de ce message, qu'est-ce que je peux créer pour aller vers cette, une nouvelle lumière, on va dire, à partir de ma colère? Et moi je sais que c'est aussi une des manières dont j'accompagne notamment les entrepreneurs qui se lancent à connecter avec leurs engagements, avec leurs valeurs, avec leur pourquoi et faire en sorte que leur entreprise ce soit pas juste, oui, j'ai mon petit cabinet de coach, de sophrologue, de prof de yoga ou je sais pas quoi, mais qui est une contribution en fait d'une certaine manière, que ce soit plus grand qu'il ou elle. Et ça, je pense que la colère, ce qui vous met en rogne, ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre, en dit très très long et grand sur nos valeurs, sur nos engagements, sur ce qui nous fera tenir malgré les difficultés, malgré les blessures, malgré les moments où ça va pas. Et quand on a cette force à l'intérieur, parce que c'est une vraie force, c'est une énergie incroyable de création aussi, on peut surmonter beaucoup, beaucoup de choses quand, on la laisse pas nous détruire, mais qu'au contraire on l'utilise pour grandir et avancer. Oui, je non mais tu as complété ta phrase et c'était ce que j'allais dire quand on parvient en effet, à s'en servir de catalyseur, et pas qu'on la refoule ou qu'on la vomit sur des gens qui ne sont pas, évidemment, sujets de notre colère. Où là, pour le coup, ça fera l'effet inverse et ça desservira, à mon sens, le monde. Aujourd'hui, s'il y a autant de guerres, s'il y a autant de si on rencontre autant de difficultés, de haine, en fait, à l'égard de l'autre, c'est parce que tous les petits garçons, les petites filles qu'on a été, ont pas eu l'espace, en fait, pour moi, de verbaliser leur colère et d'être accueillis dans l'amour. Donc toute cette colère qui est refoulée, Mmh. elle va se transmuter dans la haine de l'autre, en fait. Et donc on voit aussi à quel point ça peut, détruire, hein. La colère, elle peut aussi détruire Ouais. avec autant de force, heu, que la création. C'est-à-dire que pour moi, dans la perception entre guillemets «plus destructrice» de la colère, à la hauteur de ton refoulement,
et de ta souffrance, elle sera, exterminatrice. Donc plus tu refoules ta douleur et ta souffrance, plus elle a de chances d'être, destructrice pour toi-même et pour, ton environnement. Mmh. Complètement. Merci pour tout ça. Tu as parlé plusieurs fois de responsabilité. Mmh. C'est un mot qui me Oui. tient mais aux tripes, au cœur, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a pour toi derrière ça, derrière ce terme de responsabilité? Enfin, je pourrais en écrire un livre. Tellement, C'est quoi? tellement Je vais penser je pense que j'ai des carnets remplis de d'ébauches, de phrases, de réflexions sur cette notion-là et qu'est-ce que je me suis dit que j'écrirais bien un livre là-dessus et en même temps, ça me paraît juste immensissime. Enfin, ce serait la Bible, le truc. Enfin, aussi gros que la Bible, je veux dire. oui. Alors pas la Bible pour moi, mais en tout cas, ouais, qu'est-ce qui me vient quand tu dis responsabilité? Ce qui me vient, c'est, quelque chose dont j'estime avoir profondément manqué déjà, enfant, c'est-à-dire, un repère Mmh. responsable. Ce qui me vient aussi, c'est que c'est l'enjeu de notre époque, l'enjeu du couple. Ce qui me vient aussi, c'est que, c'est tout aussi légitime, que, ou je dirais c'est tout aussi important que des devoirs, dans le sens, non, que des, pardon, que des droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est souvent en train de clamer haut et fort nos droits. J'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, j'ai droit, mais on s'intéresse peu à ce qu'on doit. Et ça, je crois que c'est fondamental, surtout dans le couple, par exemple, ou, dans la parentalité à l'égard de nos enfants, où on peut vite, sans nous en rendre compte, devenir de vrais irresponsables, qui sont constamment assoiffés, de, reconnaissance, de satisfaction de leurs besoins personnels, d'être regardés, d'être aimés, d'être comblés, mais qui vont peu prendre, leur part de responsabilité et assumer leurs devoirs à l'égard de l'autre, à l'égard de la relation. Et ce qui me vient aussi quand tu parles de responsabilité, évidemment, c'est, le mot adulte. Quand je dis adulte, c'est adulte dans le sens, maturité émotionnelle. On peut avoir 40 ans et être complètement immature émotionnellement et ne pas assumer nos responsabilités. À l'inverse, on peut avoir 15 ans, et avoir été parentalisé, pas avoir eu le choix pour survivre que, d'apprendre en fait la responsabilité d'un adulte. Donc pour moi, il y a une question de choix aussi, une question de choix. Est-ce que je veux être responsable ou pas? Hem, je crois, même si ça me fait chier de l'admettre, je crois qu'il y a aussi une question de facteur, comment dire? Facteur chance, si je puis dire. C'est-à-dire que, plus je vais arriver dans un pays où il y a des lois, où il y a, plus ou moins une justice, où j'ai un enseignement éducatif, où j'ai des parents qui incarnent cette responsabilité, tu vois? Où il y a une culture autour de moi, plus je vais avoir de chances aussi, de me comporter en tant qu'adulte responsable. À l'inverse, si j'arrive dans un milieu précaire dans lequel il y a pas de loi, il y a pas de justice, c'est, voilà, chacun pour soi, et j'ai pas grandi dans une structure, familiale sécurisante et responsable, forcément je vais avoir beaucoup moins de cordes à mon arc, pour pouvoir et encore que de nouveau je le dis, hem, il y a vraiment une 2 notions très importantes, c'est-à-dire que toutes les personnes, à mon sens, irresponsables, ou que moi je jugerais personnellement d'irresponsables, sont souvent, des enfants qui ont été maltraités et qui n'ont pas eu, de garant responsable à leur côté. Pour autant, tous les enfants qui ont vécu auprès de parents qui n'ont pas été responsables ne deviennent pas irresponsables. Donc tu vois, ça va dans un sens, mais ça va pas dans l'autre. Et c'est vraiment une nuance, qui est fondamentale, pour tous ces enfants qui ont subi beaucoup de choses, et qui heureusement ne sont pas condamnés, à perpétuer, les conneries de leurs ancêtres quoi, ou du moins les incompétences de leurs ancêtres. Ouais, ça reste un choix personnel, un regard à accepter. C'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure. Bah, là, mes parents, non, ça a été loin d'être des petits anges et ils ont été complètement irresponsables. Ils m'ont peut-être aimé, tout ça. Bien sûr. Mais moi, j'ai envie de sortir de ce schéma-là. J'ai envie d'être un adulte qui prend ses responsabilités pour les autres, pour Mmh. lui-même aussi. Tu vois, pour moi, notre société presque c'est tellement plus simple pour beaucoup de monde. Enfin, tu vois, c'est tellement plus simple d'être irresponsable, de se laisser porter, de dire oui, amen à ce qu'on me dit, de faire, de pas faire, d'être, de pas être, plutôt que de remettre les choses en question. Et ce qu'on Mmh. a vécu ces dernières années, au niveau Covid et compagnie, en a été pour moi, et on va pas entrer dans des débats,
mais a été pour moi l'irresponsabilité sur plein de points, à plein de niveaux, de beaucoup de personnes. Et Mmh. ça m'a détruite à l'intérieur de voir ça et des personnes que j'aimais dire oui, amen. Et je pense que la première responsabilité, c'est de remettre les choses en question. Et si je veux dire oui, je dis oui à ce qu'on me dit. OK, il y a pas de souci. Mais si j'ai envie de dire non, je dis non à ce qu'on me dit. Et donc ce questionnement constant de ce qui est est-ce que ça me convient ou pas? Je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est ça aussi qui me vient quand j'entends responsabilité. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et là encore, ce que tu nommes, pour moi, ça demande, déjà, d'avoir une certaine liberté intérieure. C'est-à-dire pour pouvoir remettre en question ce qu'on me dit. Déjà rien que ça paraît évident pour toi et moi, voilà, femme occidentale, tu vois, née dans certaines conditions, mais tu vas dans d'autres pays, d'autres cultures, d'autres endroits, tu sais même pas ce que c'est que de remettre en question ce qu'on te dit. Tu grandis dans une Mmh. dictature, La heu, notion n'existe pas, on t'a tellement, c'est ça, je c'est-à-dire que pense que ça demande déjà, pour moi une certaine, liberté intérieure, que de s'octroyer l'espace de remettre en question certaines choses, sans compter derrière que ça demande aussi, une certaine humilité, à mon sens, et du courage, parce que c'est pas toujours simple de remettre en question ce qu'on nous dit. Hem, c'est sûr, c'est parfois plus connu, peut-être pas plus confortable, mais en tout cas plus connu. Mais j'estime en effet que déjà, rien que de remettre en question ce qu'on nous dit, c'est déjà quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. mmh, ouais. Oui, je pense et je suis complètement d'accord avec toi et je pense que limite, moi ce que je ressens, c'est comme j'ai la chance de pouvoir remettre en question les choses. Moi, là, depuis, grâce à la famille que j'ai eue, grâce au pays dans lequel j'ai été élevée, grâce à tout ce qu'on a autour de nous. Je le vis personnellement presque comme un devoir de me poser des questions parce que d'autres ne peuvent pas le faire. Bien sûr. Et que non, c'est hors de question en fait de dire oui, amen à des choses que je sens intérieurement, qui ne me conviennent pas viscéralement à partir de qui je suis, de mes valeurs, de mes engagements. C'est non et c'est hors de question. Et pour moi, ouais, je le vois comme un devoir envers ces personnes qui ne l'ont peut-être pas parce que c'est le minimum, parce que je pourrais dire, ils l'ont pas du coup, je vais pas le prendre moi non plus, comme ça on est sur un pseudo pied d'égalité. Pour moi, Mmh. c'est l'inverse. C'est ils ne l'ont pas, moi je l'ai, je l'embrasse et j'y vais et je prends ce courage qui ne devrait même pas être un courage, tu vois? Quand on a ce droit-là de remettre en question les choses, ça devrait pas être une preuve de courage, ça devrait être une normalité de dire: «Non, pourquoi? Dis-moi, explique-moi». Mmh. Ouais, je sais pas si ça devrait pas être du courage en un sens parce que le courage, il existe au travers de la peur et je crois que la peur, elle est humaine et oser déjà remettre en question, des choses qui nous sont proposées, ça peut générer de la peur, tant à l'intérieur de nous que dans la retranscription à l'extérieur, tu vois? Dans le fait de partager des idées différentes ou des perceptions du monde différentes, ça peut générer de la peur. Par contre, là où je te rejoins aussi, c'est comme l'oncle Ben, tu vois? L'oncle de Spider-Man, qui lui dit, «Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités». C'est-à-dire que pour moi, en effet, plus tu as de conscience sur le monde, et encore humilité. C'est-à-dire que ce qui nous paraît être évident pour nous, ce qui nous paraît être de la conscience, ce Pour qui nous ma paraît vérité, j'ai une certaine conscience. voilà, ce qui nous paraît être de l'ordre de nos valeurs à nous qui doivent être défendues, tu vas de l'autre côté de la planète et pareil, tu auras quelqu'un qui sera tout autant convaincu du contraire que toi, tu vois? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? On ne saura jamais donc c'est aussi ce qui est à l'œuvre des guerres, en fait. C'est que les 2 parties sont convaincues de leurs valeurs, et du fait de sauver le monde, tu vois? Donc je crois que, je crois qu'il y a évidemment, quelque part, être relié à sa foi et à des valeurs morales, qui me semblent être justes, mais d'un point de vue universel. Par exemple, il y a des lois morales universelles du genre, tu ne tues pas, tu ne violes pas, tu ne pratiques pas, d'inceste, sur tes enfants. Voilà, c'est pour moi, c'est des lois morales universelles, quoi. Elles sont incontestablement, non remises en question, non sujettes à la remise en question. La preuve d'ailleurs, enfin le viol, me semble-t-il, on ne l'observe que chez une autre espèce très intelligente, les dauphins. Sinon, ça n'existe pas. L'inceste chez les animaux non plus. Mais pourquoi? Parce que ça mettrait complètement en danger l'évolution de l'espèce. Tu vois, donc pour moi, il y a des choses qui sont de l'ordre de, de, de l'incontestable, mais c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais bien Oui et d'ailleurs. encore ça reste avec une confiance.
Tu vois? Dans d'autres cultures, ce serait peut-être acceptable. Je dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais que ça reste en tout cas C'est ça. inenvisageable pour nous. Ça, je te rejoins. Mais oui, c'est j'ai ma vérité, j'assume ma vérité, j'ai et si j'ai envie de la porter haut et fort, je la porte, mais je respecte aussi celle de l'autre et je Mmh, prends pas ma colère pour, taper sur l'autre qui n'est pas d'accord avec moi. bien sûr. Si, on fait une boucle de la si on boucle la boucle. Hem, oui et je reviens juste sur, le la notion de peur tout à l'heure et de courage par rapport à porter sa voix et voilà, prendre la responsabilité aussi de dire haut et fort ce qui est OK ou pas. Je trouve qu'on ne devrait pas avoir peur. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on ne devrait pas avoir peur de remettre les choses en question. Tu vois? C'est ça que je voulais dire, c'est que Mmh, on devrait tous avoir le droit vraiment ouvert oui. de dire: «Oui, non, pourquoi? Comment? Explique-moi». Mmh. Tu vois? C'est ça que je voulais dire, c'est que la peur devrait pas être à cet endroit-là. Parce que oui, Mmh. le derrière le courage, c'est qu'il y a de la peur, sinon c'est juste une action, j'avance, je continue. Mais voilà, c'est un peu ça que je voulais dire et heu et ouais, merci pour cet échange. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que, pour les dernières questions de fin, est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose dont tu es profondément fier d'avoir réalisé et une chose que tu es profondément fier d'être? Alors une chose dont je suis profondément fière, d'être, c'est la mère que je suis Mmh. et une chose dont je suis profondément fière d'avoir, accompli, c'est je crois, mon œuvre professionnelle sous toutes ses formes. Donc que ce soit, la thérapie, que ce soit, la création de contenu, que ce soit le livre, voilà, que ce soit les retraites de couple qu'on fait avec Paul. Voilà, cette œuvre-là professionnelle qui est loin d'être terminée évidemment, mais, me rend fière, et voilà, oui, c'est ça. Mmh. On n'a pas beaucoup parlé. Tu peux rapidement quand même expliquer ce que vous faites avec Paul? Oui, bah, ce qu'on fait avec Paul, tous les 2, on co-crée, on se sert de nos expériences parfois chaotiques pour rappeler aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls et et donc bah, moi je vais accompagner, en thérapie individuelle, en thérapie de couple, voilà, des personnes. Paul lui, il accompagne aussi, en guidance runique, donc plus au travers de l'univers des runes avec, voilà, une vision plus, divinatoire, et une approche, voilà, du chamanisme celto-viking et ensemble, on fait de la création de contenu donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On essaye vraiment, d'apporter, tant dans l'écriture que dans l'illustration de nos de nos vidéos, voilà, d'apporter, des connaissances, d'apporter, des prises de conscience, mais aussi d'incarner, quelque chose et ensemble on fait, on organise des retraites de couple. Des retraites de couple, qui se passent sur Mmh. plusieurs jours, où, voilà, les couples, peu importe, leur orientation sexuelle, peu importe leurs âges, bon, faut être majeur quand même, peu importe, voilà, peu importe, là où ils en sont dans leur relation, que ça aille ou que ça n'aille pas, ils ont la possibilité de venir dans de beaux lieux avec nous. On leur fait vivre une expérience pendant plusieurs jours relationnelle qui, voilà, centre vraiment sur leur couple, autant avec de la théorie que de la pratique et c'est toujours des expériences assez, incroyables. Voilà. Mmh. Génial. Est-ce qu'il y a une chose à de qui tu es, que tu as eu, peut-être que tu as encore, du mal à assumer, à montrer, à dévoiler? Quelque chose que tu as tendance ou que tu as eu tendance à cacher? Oh, je pense qu'il y a plein de choses que je n'assume pas encore chez moi. Il y a plein d'espaces honteux, plein d'espaces, culpabilisants, plein d'espaces que je cherche probablement à cacher, alors à cacher à moi-même, à cacher aux autres, Il s'est passé un événement là, dernièrement qui ne me concernait pas évidemment, mais hem, qui m'a beaucoup remuée. Voilà, une Mmh. femme, que je connais peu, mais que je connais quand même, que j'ai déjà rencontrée, que j'apprécie beaucoup son travail. Qui, voilà, a vécu un truc, via les réseaux
que moi j'estime être d'une violence sans nom. Moi, je sais même pas si j'aurais pu me remettre de ça. On n'a pas le même âge, hein, elle est plus âgée, elle s'en sort très bien, mais et en fait, je me suis retrouvée vraiment dans une dynamique intérieure où à la fois j'étais pas d'accord avec certains propos qu'elle avait pu tenir et que j'estimais être en effet source de malentendus dangereux à terme. Et en même temps, j'estimais qu'il y avait un acharnement, de la diffamation, vraiment une volonté de détruire socialement. Et ça m'a mis dans une colère noire, et surtout par rapport à moi. Parce qu'en fait, pendant un certain temps, je n'ai rien dit. Je n'arrivais pas à me positionner, de peur d'aller dans le conflit, de peur de prendre parti, de peur du coup de devenir une cible. C'est allé super loin dans ma tête, hein, parce que ça va toujours super loin. Évidemment, je me fais des films de fous où je commençais à me dire, ok, alors au temps de la Seconde Guerre mondiale, qui t'aurait été? T'aurais été un complice, t'aurais protégé, tu vois. Enfin, c'est venu vraiment me chercher, quoi, parce que je me sentais à la fois complice de quelque chose qui était affreux. En même temps, je me disais, c'est pas mon combat. En même temps, je me disais, mais ce qu'elle est en train de vivre, demain, je peux le vivre. Demain, tout le monde peut le vivre. Qu'est-ce que ça vient dire de nous d'être témoin de ça? En même temps, je me disais, mais oui, mais bon, je suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Enfin, un espèce de truc. Et je crois que ça m'a ramené, en fait, parce qu'elle, elle a toujours été relativement droite dans ce qu'elle exprime. Et en soi, je suis personne pour, tu vois, pour dire c'est la vérité, pas la vérité ou quoi que ce soit. Mais ce que ça a reflété d'une partie dont j'ai honte, c'est des fois, enfin, dont j'ai honte. Je crois qu'il y a encore un manque d'assertivité chez moi, dont on parlait un petit peu au début, tu vois, la capacité finalement, cette hyper adaptabilité qui vient aussi de mon enfance, hein, et de s'adapter à la violence pour survivre. T'es capable d'être tout et n'importe qui en fait à la fois. Et à la fin, tu sais plus vraiment qui t'es. Fait que des fois, bah, tu sais pas si t'es honnête vraiment ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà avec toi-même, tu vois, enfin, qu'est-ce que tu penses Ouais, c'est vraiment? tellement simple de se mentir. Mmh. Et déjà, cette démarche-là de est-ce que je suis profondément honnête? Est-ce que je suis pas en Ah, train de me cacher un truc? mmh, C'est ça le premier courage, en fait. mmh, Premier courage, c'est pas d'oser, c'est pas d'agir dans le concret, c'est déjà de ressentir mmh. et ensuite agir en fonction de ce que tu ressens. Mais déjà, se laisser ressentir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur Ouais, bien sûr, ouais, il y a quelque et chose de voir. cet ordre-là, ouais. Et voilà, je crois que ça m'a ramené aussi à ce dont on peut tous éprouver, c'est-à-dire, la culpabilité, le sentiment de complicité, puis évidemment le sentiment d'impuissance. Voilà, qu'est-ce que ça vient dire de Mmh. moi, de connecter à ce sentiment d'impuissance et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est au nom de mes valeurs? Voilà, et c'était ça, c'était le lien que je voulais faire par rapport aux valeurs du début. Hem, c'est que je crois qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est pour ça que je dis, voilà, moi je vais éprouver de la honte par rapport à certains trucs où toi tu pourrais éprouver de la fierté et puis des trucs sur lesquels tu éprouves de la fierté, moi j'éprouverai de la honte. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert, là, il y a 2 jours quand je parlais, encore de cette situation avec Paul, c'est que, bah, moi ma valeur première, c'est la relation. Alors que par exemple pour Paul, sa valeur première, c'est l'honnêteté. Donc lui, il est Mmh. prêt à rentrer en confrontation ou à perdre quelqu'un, hem, parce que sa valeur première, c'est l'honnêteté. Et moi, je sais qu'il y a des espaces sur lesquels je pourrais, hem, voilà, renoncer à ce que je pense ou modéliser un peu ce que je pense parce que ce que je voudrais, c'est le lien, c'est la relation. Qui a raison, qui a tort? Personne, en fait. C'est juste qu'on a des valeurs différentes, on a des priorités différentes. Ça fait pas quelqu'un de moi qui ment, plus que quelqu'un de lui qui n'est pas soucieux du lien. Tu vois? Ça fait juste que, on a des priorités différentes et je crois que si on respectait plus, l'ordre de valeurs des gens, et ben, ça irait un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire? On se jugerait un peu moins. Ouais, ouais. Tu Voilà. as raison et c'est hyper, j'allais dire intéressant et même important de connaître déjà ses valeurs. C'est peut-être les 10 valeurs principales que l'on porte en soi et de les prioriser, enfin de les ordonner en termes de priorité pour faire ses choix, pour savoir vers où aller, comment avancer, quoi dire ou quoi ne pas dire. Et je le vois aussi dans l'entrepreneuriat, tu vois, parfois, je sais pas, un exemple tout bête, c'est je suis en coaching et je ressens quelque chose. Et Mmh. moi, tout comme Paul, ma valeur première, ça va être l'honnêteté, plutôt Mmh. que qu'est-ce que va penser la personne de moi Mmh. ou l'amour ou le lien ou je sais pas quoi. Et du coup, et en plus, moi, mon rôle en tant que coach, c'est pas forcément d'être aimé du tout, bien au contraire, c'est parfois de confronter, même souvent de confronter. On me paye pour ça, hein, pour dézoomer,
pour Mmh. accompagner, apporter des connaissances, des compétences, mais aussi pour et là, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu t'es Mmh. regardé à l'intérieur? Est-ce que voilà Mmh. et peut-être que j'ai tort, hein, complètement. Mais je sais que cette valeur honnêteté va au-dessus de ma valeur, hem, lien, par exemple. Et du coup, Mmh. en fonction vu que j'ai cet ordre de priorisation, bah, je décide d'être honnête, de partager ce que je ressens, qui est ma vérité, qui n'est pas la vérité, encore une fois. Et en fait, ça m'a changé la vie à peu près, dans mes choix, parce que déjà de base, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à faire des choix, à prendre des décisions. Mais du coup, d'avoir ordonné ces valeurs-là, inconsciemment au départ et consciemment aujourd'hui, me permet d'avancer dans ma vie, dans mon activité, dans mon business, avec beaucoup plus de fluidité et d'alignement aussi. Et Et du coup, de fierté et de confiance en moi. est-ce que tu as le sentiment, parce que là, ce que tu nommes, c'est intéressant, tu parles de la sphère professionnelle. Moi, j'étais sur la sphère privée. Mmh. Hem, est-ce que tu as le sentiment que ton échelle de valeur est la même sur la sphère privée? Par rapport au Non, conflit? effectivement, j'ai fait ce travail, on va dire, cette réflexion. Ouais, ouais, non, tu as Parce que raison, merci. toi, C'est être honnête dans le cadre de ton travail, en effet, c'est ta mission, c'est ce qu'on te demande, on te paye pour ça. Être honnête avec quelqu'un que tu connais pas, il y a pas d'enjeu. Mais être honnête avec les gens que tu aimes, avec qui il y a un risque de perdre le lien. Comment tu te positionnes? En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir les espaces dans ouais, lesquels on ouais. est un Oui, peu mais plus alors, bousculé. priorité. Mmh. Ouais, ouais, mais tu as raison, c'est important de faire cette réflexion sur les 2 plans de sa vie, en tout cas, Mmh. ou plus, hein, mais en tout cas ces 2-là. Globalement, elles reviennent. Mais effectivement, la valeur honnêteté dans ma Bien sphère sûr. privée est beaucoup plus challengeante. Elle est haute Eh dans oui. la liste, tu vois? Mais beaucoup Mmh. plus challengeante. J'ai dû faire un travail de ouf pour réussir et ma vie professionnelle m'a aidée à faire ce Mmh. travail-là, à être beaucoup plus honnête, transparente et aller droit au but dans ma sphère Mmh. privée. Et ça, vraiment, Mmh. je l'imaginais pas au départ. Et c'est un cadeau de ouf, en fait, dans mes relations et dans ma relation à moi-même aussi. D'arrêter de me cacher, d'arrêter de faire l'autruche ce que j'avais avant tendance à faire aussi. Et là, je vois la puissance de l'honnêteté, de l'amour qu'il y a derrière, de la fierté, de la confiance, de l'estime que ça apporte aussi. Oui, bien sûr. Mais En merci en du coup pour ta question, c'est hyper intéressant. en n'oubliant jamais que c'est important dans l'honnêteté de prendre soin du lien. Parce qu'on peut être honnête et être Mmh. cruellement désagréable. Donc, c'est toujours une question de juste milieu entre Oui. comment dire quelque chose, qu'on ressent, tout en restant bien traitant à l'égard de l'autre. Mais ce que tu nommes est intéressant Mmh. et voilà et moi j'invite les gens aussi on parlait d'outils en début on parlait d'outils en début de podcast, outils par rapport à la colère, tout ça, par rapport à ces notions de valeur. En tout cas, moi, j'ai fait à plusieurs reprises, le test de psychologie positive pour connecter à ses forces, pour découvrir ses forces. Ce qui est d'ailleurs assez fou, c'est que ma force première, c'est l'honnêteté. Donc c'est quand même dingue parce qu'en fait, le sentiment que j'ai, c'est que, tu vois, on arrive avec des forces de caractère et puis la vie nous expose à des situations qui nous font oublier nos forces. Et je crois qu'après, derrière, Mmh. tout le travail, comme tu l'as nommé, ça va être de se dépouiller personnellement pour se rappeler que putain, mais ma force première, c'est bordel, c'est d'être honnête. Ou ma force première, c'est d'être dans le beau. Ou ma force première, c'est d'être dans le lien. Tu vois? Et ça peut être intéressant, voilà, pour tes auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, de peut-être s'orienter vers ce test de psychologie positive pour voir déjà quelles sont vos forces, parce que vos forces sont souvent pas si éloignées de vos valeurs. Et ce sont vraiment des choses que instinctivement, vous savez faire. Voilà, même si vous estimez l'avoir oublié, ce sont des choses dans lesquelles vous êtes profondément à l'aise, en fait, pour le faire. Et c'est pas parce que c'est Ouais difficile et vous retrouvez que c'est pas nos forces. complètement et du coup, vous retrouverez le lien de ce test, dans les notes de l'épisode juste en dessous avec aussi nos réseaux et nos sites avec Maureen. Pour continuer sur mes dernières questions de la fin, est-ce qu'il y a une citation, un mantra, une phrase X ou Y que tu aimes te rappeler, qui t'aide et qui te porte parfois? Ah, j'ai 2 choses qui me viennent. J'ai mon influence de Marie Saint-Filtre que j'aime trop, qui pour moi est ma muse. Voilà, l'idée que le culot, c'est un peu la vie. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye d'apprendre, à avoir plus de culot, donc à avoir plus de courage finalement. Et quelque chose que mon père m'a beaucoup répété, qui m'a pas toujours fait du bien dans le contexte dans lequel il le disait, mais qui finalement aujourd'hui s'est avéré être une ressource de manière générale quand c'est moi qui décide de l'utiliser.
c'est que tout ce qui vient est bien. Voilà, dans le sens, tout ce qui m'est, offert d'expérimenter, je peux décider d'en faire quelque chose de bien. Voilà, ça veut évidemment pas dire, que tout ce que je vais éprouver, est quelque chose qui est juste. D'ailleurs, je déconseille fortement les gens, du milieu spirituel à se permettre de dire à d'autres personnes, notamment des victimes, que ce qu'elles ont vécu, c'était juste ou c'était ce que son âme avait choisi ou ceci ou cela. Je trouve que c'est extrêmement traumatique, pour ne pas dire violent. Mais en tout cas, moi, en tant que personne, vis-à-vis de ma propre vie à moi, vis-à-vis de moi-même, de toujours envisager que ce qui m'est proposé comme expérience est à la finale quelque chose d'enseignant et de constructif pour moi-même, ça me fait du bien. Voilà. Et des fois, ça m'aide à tenir parce que des fois, la vie n'est pas simple. Ouais. C'est hyper important ce que tu dis là aussi, de choisir ce qui nous fait du bien, choisir de penser ce qui nous fait du bien. De nos croyances, par exemple, tu vois? Mmh. Choisir de me dire, «Je vais y arriver». Je sais pas si je vais y arriver, mais je choisis de me dire, de me raconter l'histoire, choisir les histoires que l'on se raconte parce que dans tous les cas, 80 de nos pensées sont des histoires Mmh. vraies et fausses à la fois selon ce qu'on choisit de croire et moi, c'est ce que j'encourage, c'est ce que je crois en tout cas. J'ai choisi d'avoir la croyance qu'on peut bâtir ces croyances, en tout cas Mmh. en grande partie, parce que la croyance, c'est une fausse connaissance. Il y a des faits objectifs, réalistes, mesurables et il y a toutes ces croyances-là que l'on se Mmh. forge, que l'on intègre de l'extérieur et on peut choisir de les garder, de les porter, de les transformer et c'est toujours un travail incroyablement souvent compliqué, toujours magnifique, que je peux faire en moi-même avec mes coachés et j'imagine que toi aussi, en tout cas, enfin, je sais pas si c'est Oui, après l'atmosphère que tu travailles, mais je pense que même, peut-être pas de la même manière. Mmh. Peut-être mmh, pas de la même mais manière même puisque inconsciemment tout ce que l'on ah pardon, on démarre en même temps, on attend que l'autre parle et on démarre en même temps. Non, je disais peut-être pas de la même manière dans le sens où on n'est peut-être pas issus entre guillemets de la même école, si je puis dire, tu sais, de la même philosophie. Dans le sens où, ouais, voilà, ouais. moi je trouve en effet que le côté, coaching est fondamental et indispensable et que savoir en effet, choisir nos croyances, c'est indispensable comme tu le nommes. Et en même temps, moi, je suis issue d'un milieu plus thérapeutique, dans lequel je sais aussi à quel point ça peut être extrêmement culpabilisant de ne pas parvenir à se raconter l'histoire qu'on veut, parce qu'en fait, il y a des souffrances qui ont besoin d'être exprimées. Et des fois, j'ai le sentiment qu'on veut aller trop vite. Euh, et du coup, voilà, je crois qu'à hauteur qu'on est responsable de nos croyances, en effet, on a aussi une responsabilité quant au fait de laisser l'espace à notre petite fille ou à notre petit garçon d'exprimer toutes ses douleurs et ses blessures. Et si des fois ça prend du temps à être réparé, si des fois ça prend du temps à lâcher une posture dans laquelle on a véritablement été, par exemple, victime, parce que ça va vite de dire, voilà, quelqu'un t'es dans la posture de la victime, sort de la posture de la victime. Oui, mais n'oublions pas qu'une victime, une vraie victime, elle a été d'une manière ou d'une autre abusée à son insu, sous quelque manière que ce soit, hein, que ce soit un Oui, tsunami ou oui, complètement voilà. et Et c'est important de respecter ça, en fait, aussi, ouais. de surtout pas vouloir aller trop vite. Tout à fait et d'où aussi, l'idée c'était pas d'en faire une généralité, mais, là tu soulignes un truc essentiel, c'est la 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 complémentarité entre le coaching qui va vers l'avant et la psychothérapie et l'accompagnement qui permettent d'avoir des bases solides, d'être sécure pour Mmh. pouvoir aller de l'avant avec Ouais. justement cette sécurité à l'intérieur, à l'extérieur et cetera. Donc oui, clairement cette thérapie dont tu parlais tout au départ, c'est la Mmh. première des ressources et je suis la première à avoir un Mmh. psy, avoir eu un psy sur enfin pendant plein de périodes de ma vie, et merci en fait. Enfin, ils Mmh. m'ont tellement apporté. Donc Mmh. clairement, il y a voilà, je te rejoins à 12 milliards de Mmh. pourcents. Oui, non, c'est complémentaire. Tu as tout à fait raison. Mmh. Pour finir, est-ce qu'il y a une personne ou peut-être 2 ou 3 qui t'inspirent, que tu aimes suivre, par exemple sur les réseaux, dans leur contenu? Mmh. Peut-être des entrepreneurs aussi qui pourraient venir nous rejoindre sur, le podcast? Bah, alors moi, il y a Marie sans filtre, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Voilà, Marie sans filtre, qui est une muse pour moi, qui m'inspire beaucoup et que j'aime énormément dans ce qu'elle dégage et dans son œuvre aussi. Après, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, bah, c'est mon chéri, forcément.
Voilà, je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, qui en plus de ça a une grande humilité parce que son œuvre est dans l'ombre et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui œuvrent dans l'ombre, voilà, qu'on voit pas, qu'on nomme pas et qui pourtant, sont là et tiennent des fondations, d'une manière assez remarquable. Donc voilà, beaucoup d'admiration pour cet homme qui m'inspire beaucoup. Et ensuite, d'autres personnes qui m'inspirent, bon là, je vais partir sur les artistes. Bah, moi, j'adore Lady Gaga, voilà, je la trouve très inspirante. Voilà, l'esprit de la licorne aussi, je trouve ça très inspirant, même si c'est plus un archétype, plus un symbole. Je pense que c'est important aussi de s'autoriser à être inspiré par des symboles aussi. Hem et attends, il y a quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié son nom sur les réseaux sociaux. Attends, je réfléchis. Je suis pas beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, mais ah putain, comment elle s'appelle? Anne, celle qui tient le podcast, Métamorphose. Anne, Oui, Anne Guéquier. Claire, voilà, c'est ça. Voilà, elle aussi beaucoup d'admiration et après, des auteurs, divers et variés, le Dr Sue Johnson, Harvey Hendrix, Haruna, enfin j'en ai plein, qui là pour le coup je les connais pas, je les vois pas visuellement si tu veux, mais leurs écrits ont été, des révélations pour moi, ont véritablement transformé ma vie. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance et beaucoup de respect pour leur œuvre, professionnelle du moins. Je sais pas comment ils étaient dans leur vie, perso, mais professionnelle beaucoup. Voilà. Génial. Et ben, vous retrouverez aussi toutes ces ressources dans les notes juste en dessous. Merci infiniment, Maureen, pour ce dialogue, ces partages, ces prises de conscience, j'espère, ces ouvertures d'esprit, ces petites portes qu'on va pouvoir aller ouvrir pour se poser des questions, avancer en soi, dans son activité. Ça a été une immense joie d'avoir cet échange avec toi. Évidemment, je mettrai tous les liens de votre Instagram avec Paul, de vos retraites, vos ressources, vos programmes, etc. aussi juste en dessous. Voilà, merci. Je ne sais pas si tu as une dernière phrase à ajouter, quelque chose que tu aimerais déposer. Non, merci à toi, vraiment de m'avoir, invitée, puis d'avoir, ouvert cet échange et cet espace. Je trouvais que les questions étaient très riches. J'ai fait pas mal de podcasts et je trouve que les questions jouent beaucoup. Donc, je trouve que les questions étaient très riches et puis merci à ceux qui nous ont écoutés et voilà et plein d'amour à tout le monde. Ouais. À bientôt. Au revoir. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.